Mais l'idée, non, mais là où vous avez raison, c'est la torsion et la pliure sur la paroi abdominale. Là, on évoque tout de suite le torse du belvédère. Une visio belvédère s'impose, on est tout à fait d'accord. Donc par exemple, ici, pardon, l'image est toute petite. Je recherche une tablette. Hop. Donc la sculpture que vous avez ici, qu'on appelle la boule du belvédère, est plus ou moins citée sur ce tableau. Et en revenant sur nos pas, vous allez trouver une autre statue, alors qui est ici par contre, pour une fois, qui est le gladiateur Borghese. Alors en fait, on est déjà passé ensemble devant le gladiateur Borghese, mais je ne vous l'avais même pas signalé. Le gladiateur Borghese, vous le voyez lorsque nous allons vers la peinture italienne ou la peinture italienne, on traverse une grande galerie avec des sarcophages et des statues. Le gladiateur Borghese est ici. Le gladiateur Borghese, voici. Patience. Oui, là c'est lui. En plus, ça c'est exactement l'emplacement où il est au musée du Louvre. Donc, il était très célèbre en son nom pour l'idée du mouvement. Avec cette fameuse diagonale, on va retrouver la diagonale, on commence ici en bas, c'est la discorde, le restant, la paix et le feu aux armes, le tout évidemment grâce à Marie Médicis, de leur présenter de manière de nouveau extrêmement humble, ce qu'elle était absolument. Alors, un portrait et sa tentative de peinture du bois. Alors on est déjà à la toute fin de la carrière de Rubens. Je vais faire un grand portrait et ensuite la peinture toujours qui sera chaque grand tableau au centre. Alors normalement, traditionnellement, dans la peinture de portrait, le sujet pose soit dans l'atelier, soit dans l'intérieur, il peut être coupé en plus, coupé en pied. Là où il va plus ou moins innover, mais ce n'est pas le premier à le faire, c'est le peintre qui nous fera inventer. Là où il va donc chercher à innover, c'est qu'il va de nouveau mettre en scène. Donc, il ose la mise en scène d'un portrait et il va lui conférer également du dynamisme. Il reprend ici sa seconde épouse qui s'appelle Hélène Fourment, qu'il aura épousée en 1633 parce qu'Isabelle Brand va mourir en 1626, avec laquelle il aura le petit France, F-R-A-N-S, attention. Puis semble ici plus ou moins âgé de 7 ans, donc on situe le tableau vers 1640, et en plus c'est l'année de la mort de Rubens qui avait quand même ici déjà 63 ans. Ah, c'est toujours à Paris. Comment? Il est toujours à Paris. Il est toujours à Paris. Non, c'est une très bonne remarque, merci beaucoup. Non, dès 1625, une fois qu'il a rempli le contrat de Marie Médicis, hop, il rentre à Anvers. Non, effectivement. J'aurais dû vous préciser. D'ailleurs, on a un contraste assez amusant, parce que le contrat précisait quand même que, certes, c'était l'atelier qui devait produire les 24 tableaux, mais attention, dans le contrat, il est précisé que le maître exécutera toutes les figures, féminines et masculines. Donc, il y a quand même la valeur, en quelque sorte, du pinceau de Fassuré, la valeur du pinceau de Rubens. Donc là, on est de nouveau à Anvers. D'ailleurs, il représente
Hélène et France qui sortent de leur maison à Anvers. Ils s'étaient fait construire une vaste demeure à l'antique, un peu à l'italienne en réalité, à Anvers, qui existe encore, qu'on peut tout à fait visiter, avec un très beau jardin, fontaine et statues évidemment à l'intérieur. Et donc il s'agit simplement de saisir sur le vif Hélène Fourment qui sort rapidement de chez elle, va descendre les marches de son perron avant de monter dans cette calèche qui arrive à Quimpersin, je l'ai dit. Donc, comme si tout d'un coup on mettait un petit paparazzo pour photographier Madame Rubens qui va monter dans sa limousine, si je veux dire. Il y a une sorte de mise en scène extrêmement dynamique de la part de Rubens. Et évidemment, elle est entièrement vêtue de noir, non pas parce qu'elle porte le deuil, parce que c'est la couleur à la mode à la cour espagnole, et nous sommes ici dans les Pays-Bas méridionaux espagnols de confession catholique. Cette couleur noire est l'occasion pour Rubens de varier les effets de texture. On distingue nettement la légèreté et la transparence du voile tout en mouvement, comme c'est d'ailleurs à droite, l'épaisseur et le scintillement, le reflet de la robe, le tout rehaussé par des rivières de perles, quelques rubans mauves, contrastant pleinement avec la blancheur nacrée de la peau d'Hélène Fourment. On distingue nettement le petit frontalier parce que lui c'est la couleur rouge. Toujours cette idée, une couleur, une figure, pour faciliter de nouveau la lecture du tableau. Et puis, on n'est pas parlé jusqu'ici, mais il y a toujours ce goût pour la peinture de Venise qui est assez fréquent effectivement dans ces toiles qu'il avait appris au cours de son séjour italien entre 1600 et 1608, que l'on voit ici tout simplement dans la partie crépusculaire, qui n'est pas sans rappeler ce qu'elle faisait souvent Titien. Je ne sais plus si j'ai eu le temps de vous montrer Titien le mois dernier, donc j'avais pas eu le temps du tout. Souvent on n'a pas le temps, malheureusement, de montrer Titien. Donc j'avais pas eu le temps de montrer Titien. Non, le concert champêtre, le concert champêtre. À chaque fois j'avais ça, le concert champêtre. Il y a beaucoup maintenant. Et les cieux vénitiens, en fait, dans la peinture vénitienne, sont souvent lourds, chargés, beaucoup de nuages, et souvent très crépusculaires. Cette tonalité flamboyante, orangée, tirant sur l'or. Il faut que ça nous et même lorsqu'on s'attaque, s'essaie la peinture de genre, alors, normalement, on pense naturellement peuplé toujours de capucins majeurs. La peinture de genre est aussi un fondement, un pilier de la peinture flamande, dans la mesure où chez eux, il y avait toujours une finalité moralisatrice derrière cette peinture de genre. Eh bien, Rubens va s'essayer à la peinture de genre que très tardivement, dans les 5 dernières années de sa carrière, 35 ans, 1640. Alors déjà, il y a quelque chose qui semble transgresser, si je veux employer ce mot, à la convention de la peinture de genre, c'est pas un grand format, c'est un très grand format. Mais la peinture de genre privilégie le moyen, si ce n'est le petit format. Donc là, vous voyez, il ne peut pas s'empêcher de faire du grand. Rubens, il faut se plein les yeux, c'est une histoire de grands effets visuels, c'est cette espèce de peintre, décorateur. Là, c'est un peu là-dessus pour vous montrer la différence qu'on verra entre Rembrandt, c'est le contraire complet. Alors, lui, plus c'est petit, mieux c'est, si je veux dire, Vermeer aussi, évidemment. Alors, chez Rubens, ça mangeait, ça fait carré. Donc, il s'agit ici d'un tableau qu'on appelle la kermesse, on peut s'appeler la fête du village. Il s'inscrit dans la tradition aussi de Peter Bruegel, un peintre flamand célèbre du XVIe siècle, moqué gentiment, mais avec quelques caricatures, c'est que les mœurs sont un peu dissolues de ses contemporains, dénonçant ici et là quelques vices qui ne sont en réalité pas bien méchants. Donc vous avez quand même un début diagonal, par ici, et puis oh là là, la diagonale elle commence un petit peu à battre de l'aile, elle s'émousse légèrement. Alors pourquoi elle est molle la diagonale? Parce qu'on a trop bu, d'une certaine manière. Donc voilà, quelque chose d'extrêmement puissant, ça part bien, et tout d'un coup, ça va plus ou moins se ralentir. Donc on a l'idée, une dénonce très romantique, ce qu'on a ici, donc on a cette jeune femme qui est en train de calmer ce pauvre garçon. On a également ici ce petit garçon qui semble bien retenu après avoir bu son nez. On a également la boisson qui sort, on ne sait pas trop s'ils vont se disputer ou autre, qui semble être l'occasion de quelques disputes. Alors la dernière, c'est déjà la bagarre. Et puis évidemment, on accompagne cette jouissance de la danse. Donc ici, on a l'amorce d'une farandole, on retrouve ici, et on tourne, on est pris dans l'ivresse de la boisson, l'ivresse de la danse, l'ivresse du désir, et nous avons ce jeune couple qui va aller derrière ce buisson pour faire des cochonneries. Et
ici devant un cochon. Tout simplement l'idée à la fois de la gourmandise et de la luxure qui est ici dénoncée. Le chien, lui, dénonce uniquement la gourmandise. On voit même aller lécher les restes tant qu'il y en a. Donc il y a toujours cette finalité moralisatrice quand même chez Rubens, mais qui n'est pas aussi caricaturale. Et puis c'est la fin, il faut qu'il meure. Donc on va parler du deuxième moment, enfin, ce sera beaucoup moins long, c'est le vent. Alors, Van Dyck naît en 1599, il meurt en 1641, il est mort jeune, c'est un génie précoce, puisqu'en 1615, il a 16 ans, il ouvre déjà son atelier, et en 1618, il devient directeur de la corporation des maîtres peintres d'Anvers. Et Rubens va chercher à collaborer avec lui, ce qui vont effectivement faire l'un et l'autre. En 1621, Van Dyck part en Italie, il y aura notamment à Gênes, il y a beaucoup de tableaux de Van Dyck au musée de Gênes. Il ira un petit peu ailleurs, il ira à Rome, bien évidemment, il retourne à Anvers et en 1633, il est appelé à la cour d'Angleterre pour devenir le portraitiste officiel du roi Charles Ier d'Angleterre que vous avez ici. Alors on associe toujours Van Dyck à l'idée du portrait du pouvoir, plus que le portrait d'apparat, c'est le portrait du pouvoir. Alors avant qu'on détaille ce tableau, parce que ce tableau en fait montre la capacité de Van Dyck à se renouveler, l'inventivité de Van Dyck. Alors que pour les autres portraits du pouvoir, il va systématiser la même mise en scène, la même grammaire. Alors sans forcément vous déplacer, vous allez juste vous retourner, si vous regardez par exemple le tableau ici, là vous avez toute la rhétorique propre au portrait du pouvoir, c'est-à-dire un homme avec une gestuelle élégante, avec la tenture rouge, plus la colonne. C'est bon, on a coché toutes les cases, c'est la portée du pouvoir. La tenture rouge, c'est la référence à la couleur des empereurs romains, le pouvoir par excellence, et la colonne, c'est la force, évidemment. Il faut supprimer une colonne, une maison s'effondre. C'est l'image d'une figure qui constitue le pilier de la demeure, une maison, etc., etc. Et vous retrouvez un peu partout, aussi bien sur les portraits féminins, ici à gauche, que sur les portraits masculins. Et lorsqu'on ira dans la salle suivante, en se dirigeant vers Rembrandt, vous remarquerez que vous retrouverez sur la plupart des tableaux ce même vocabulaire. Mais lorsque Charles Ier l'appelle à la cour d'Angleterre en 1633, ce n'est pas pour systématiquement répéter cette même mise en scène du portrait du pouvoir. Il faut se faire inventif. Donc le chef-d'œuvre de Van Dyck pour Charles Ier d'Angleterre, c'est celui-ci. Un petit mot quand même sur Charles, si je puis me permettre. Il n'était pas du tout destiné à régner, c'est le fils Jacques Ier d'Angleterre. Mais le frère de Charles va mourir accidentellement, c'est celui-ci qui est amené à régner. Il était bègue et extrêmement timide dans sa jeunesse, et c'est un fameux duc qui va l'initier aux arts et à la culture. Alors pareil, ce duc vous connaissez si vous avez lu Les Trois Mousquetaires. Le duc de Buckingham va initier Charles Ier d'Angleterre aux arts, et il va tout simplement combattre son bégaiement, il va devenir jeune prince élégant, amateur d'art et de lettres, qui fait venir effectivement Van Dyck à Londres. Je voulais vous dire quelque chose sur Van Dyck quand même. C'est assez amusant parce que Van Dyck, quand il va à Rome, beaucoup d'Italiens vont être assez surpris du personnage. C'est que la plupart des artistes flamands qui travaillaient à Rome avaient très mauvaise réputation, considéraient qu'ils étaient tout le temps en train de boire des bières à la taverne. Alors que Van Dyck, pas du tout. Van Dyck, disait-on, paradait dans les rues de Rome avec une armée de domestiques derrière lui. Et il était un fervent lecteur du traité du courtisan qu'avait rédigé Balthazar Castiglione en 1528. Balthazar Castiglione, vous le connaissez peut-être, vous l'avez rencontré certainement ici au Louvre, parce que Raphaël, qui était un ami de Balthazar, a en réalisé le portrait en 1516. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu, je vais vous permettre d'aller le chercher, Balthazar. Et en fait, que va faire Balthazar? Il va inventer une notion qui est très négative aujourd'hui et qui était très positive dans son temps. C'est la sprezzatura. Un petit mot-clé plus efficace. Aujourd'hui, la sprezzatura, c'est très négatif parce que c'est ce qu'on appelle, c'est du Balthazar Castiglione,
Il a écrit le traité du courtisan en 1528, là il est en 1507. On a mis rappel, et on fixe le portrait, évidemment, Raphaël avait vu la journée. Je n'ai pas eu le temps au mois de janvier, mais on pourrait évidemment aussi en parler. Il invente la notion de sprezzatura, c'est-à-dire en fait c'est l'élégance nonchalante. Donc aujourd'hui c'est très négatif, c'est l'idée d'un dandy italien un peu vieux jeu, je veux dire, ou vieux beau, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, alors qu'à l'époque c'était la classe absolue, c'est-à-dire cette espèce de dandy élégant, un peu condescendant, qui a une sorte d'élégance innée. D'une certaine manière. Et il paraissait même que Van Dyck utilisait toujours un langage très châtié, etc. Il faut vraiment imaginer le peintre aristocrate. Je vous replace un petit peu le personnage. Revenons sur le tableau de Champollion en Angleterre. Alors, il est très novateur, déjà, parce qu'on n'avait jamais mis en scène de cette manière-là un roi, pas forcément un roi. Il va écrire dans une lettre que son intention est de représenter le roi à la chasse. Alors effectivement, à droite, on a deux palefreniers, on a le cheval du roi d'Angleterre, mais il vient de mettre pied à terre. Alors il y a une première chose qui doit devrait normalement étonner dans la composition de la mise en scène. Il pas de face, vous y étiez prêts, c'est pas exactement que ce soit pas de face, c'est qu'il soit de côté surtout. C'est-à-dire qu'il soit sur le côté gauche, pour qu'il n'est pas au centre du tableau, pour focaliser l'attention sur lui. Et en réalité, c'est un artifice très habile de Van Dyck, parce que c'est lui qui attire toute la lumière sur la gauche, alors qu'à droite, personnages secondaires, ou sans doute, d'une certaine manière, eux ils sont dans l'ombre. Le fait d'avoir un seul personnage dans un coin qui attire toute la lumière, le met finalement plus en évidence, le fait plus ressortir que tous les autres figures qui se trouvent sur le tableau. Et puis en plus, il y a une manière de Van Dyck de jouer avec l'idée du portrait équestre. Le portrait équestre, c'est le symbole aussi du pouvoir par excellence. Vous savez même qu'il a un cheval, ça nous rappelle évidemment le pouvoir de Champollion d'Angleterre. Alors que faisait Champollion d'Angleterre quand nous étions dans la scène précédente? Il était en train, si nous étions ici, de regarder quoi? Qu'est-ce qu'il regardait vous? Vous voyez, paysage, on va dire anglais, et au loin, la mer avec un bateau. Ça c'est très important, c'est pas du tout ni gratuit ni artificiel. On est ici vers 1635 environ, donc c'est-à-dire que dorénavant, il faudra composer avec la marine anglaise. C'est le début de la puissance maritime anglaise. En fait, le début de la puissance maritime anglaise, c'est la fin du XVIe siècle, quand le corsaire Francis Drake va combattre l'armada espagnole en 1588. Donc la marine espagnole va commencer à régresser, la marine anglaise va commencer à se développer. Le XVIIe siècle est très important parce qu'il y aura la marine néerlandaise et la marine anglaise qui vont partir à la conquête du monde. Les aussi, évidemment, qui commencent à fonder leur colonie du côté du soleil couchant, c'est-à-dire là, l'ouest, on a bien ici un soleil couchant, donc il y a un crépuscule. Donc, c'est-à-dire que son royaume ne se limite pas aux rives de cette île qu'on appelle Angleterre, et bien jusqu'à l'horizon, jusqu'au-delà, jusque dans les fameuses colonies des États-Unis. Donc il considère avec fierté, légèrement descendante, l'étendue de son royaume. Quand tout d'un coup nous arrivons, et il daigne jeter un regard de côté. Alors en légère contre-plongée, pour nous rappeler que nous sommes quand même bien peu de choses face à lui, donc il faut être extrêmement humble. Et là on comprend qu'en réalité c'est une vraie mise en scène, parce qu'aucun roi n'allait à la chasse avec ce genre de costume. On allait avec un cuir ou autre éventuellement, mais pas du tout avec cette très belle veste argentée, scintillante, qui presque une veste d'apparat, presque de fond. On n'a pas non plus un bâton, alors c'est semble-t-il un vrai bâton, mais c'est davantage le bâton du pouvoir, en quelque sorte, comme sur les portraits de Louis XIV, par exemple, qu'on aura à la fin du XVIIe siècle. Donc c'est une véritable mise en scène du pouvoir, et cette sprezzatura aussi, cette élégance nonchalante de notre fameux, d'un anglais, je dirais presque d'un véritable dandy anglais. Bien, vous comprenez quelque chose, et après j'arrive bien avec Van Dyck. Est-ce que vous avez déjà lu le portrait de Dorian Gray, par exemple? Et là, je trouve que c'est une très bonne idée. Gallimard a édité il n'y a pas encore, très récemment encore, dans la collection Folio, le portrait de Dorian Gray, donc on est quand même censé être au XIXe siècle, mais il s'agit sur la couverture d'un autoportrait Van Dyck, qui incarne bien cette idée du dandysme, d'une certaine manière.
Désolé, hein, mais 2 secondes. J'ai 2 minutes normalement. Et voilà, le prochain vendredi. On dirait presque un ange, si je peux me permettre. Il est très bien. Il est encore en Italie. La canne, à lui seule, c'est cette idée du grand. Voilà, c'est Sprezzatura, les grands de manière tout à fait naturelle. Alors on va aller voir Rembrandt, on va avancer. Et sur le chemin, regardez là, sur la gauche, vous verrez d'autres portraits de Van Dyck qui nous prennent. Attention, comme je viens de dire, c'est pas vraiment clair, c'est un élève. Mais on reprend un tableau. Alors, Rembrandt, il est né en 1606, il est né en 1669. Vous allez avoir aujourd'hui, cette année, les 350 ans de la mort de Rembrandt. Il y a de nombreuses expositions qui vont avoir lieu, notamment forcément au Rijksmuseum à Amsterdam qui ouvre le 8 mars. Il est né à Leyde en 1606. Il meurt à Amsterdam en 1669. Et vous avez ici les 2 seules villes qu'aura connues dans sa vie. C'est-à-dire c'est l'antithèse de Rubens, qui est un peintre cosmopolite et itinérant, qui va le Rembrandt ne va jamais quitter les Pays-Bas septentrionaux et ne va vivre que dans 2 villes, Leyde, Amsterdam, il retourne à Leyde, puis il retourne à Amsterdam, et il meurt d'une certaine manière. Mais Rembrandt, ça n'a pas empêché Rembrandt, surtout il va plus ou moins systématiquement le démontrer, le prouver, ça ne l'a pas empêché de jouir d'une très grande culture picturale, artistique, visuelle, antique, érudite, philosophique, etc., etc. Surtout parce qu'il va installer son atelier à Amsterdam, qui était devenu au XVIIe siècle une plaque commerciale, une plaque tournante pardon, dans le commerce européen, où arrivaient quantité d'objets du monde entier. Et donc il allait tout simplement sur le port d'Amsterdam, il attendait les bateaux, ce que gère un peu, mais c'était à peu près ça, et il achetait en fonction de ce qu'il voyait arriver. C'est de cette manière-là qu'il va se faire une très très grande culture. Il va aussi côtoyer plusieurs grandes figures érudites de son temps qui vont y contribuer largement. Donc il est né en 1606, son père est meunier, il va avoir 8 frères et sœurs. Tous ses frères et sœurs vont avoir une carrière commerciale et artisanale, sauf Rembrandt, qui à l'âge de 14 ans est inscrit à l'université de Leyde. C'est un âge normal, hein, c'est l'époque pour entrer à l'université. Alors d'après une légende qui a un gros fondement de vérité, il est renvoyé au bout de 6 mois, parce que qu'est-ce qu'il faisait au lieu de prendre des notes et dessiner, tout simplement, ça, on n'a pas inventé l'eau chaude, mais effectivement c'était apprendre simple. Donc son père va comprendre que bon, c'est pas trop sa tasse de thé, le latin et le grec, donc il l'inscrit dans l'atelier d'un premier peintre à Leyde qui s'appelle Svanenburg, ce qui est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est qu'en 1622 ensuite, il part à Amsterdam. Et là, il va recevoir sa première grande formation auprès de Peter Lastman, L-A-S-T-M-A-N. Lastman est un grand peintre, il n'y a aucun tableau de Lastman ici au Louvre, un grand peintre néerlandais qui lui aussi était allé à Rome, comme Otto van Veen, hein, le maître de Rubens, mais qui est un meilleur peintre qu'Otto van Veen, et vraiment tout apprendre à Rembrandt. Rembrandt revient ensuite à Amsterdam en 1624, 2 ans plus tard, et il va ouvrir son atelier. Il va ouvrir son atelier jusqu'en 1631, de 24 à 31. Pardon. Il est parti à Amsterdam pour Lastman. Oui, de 22 à 24. Ouais. Et ensuite, en 24, il revient, je dis à Amsterdam, oui. À Leyde, pardon. Non, il revient à Leyde, effectivement. En 24, il revient à Leyde, 2 ans plus tard, pour terminer sa formation. Et il loue son atelier avec un adulte qui s'appelle Jacob Vivens, Elieu Vivens, qui est à la tête de l'atelier. Pendant ces années-là, 24-31,
il va commencer à peindre, il va surtout fréquenter un homme très important qui s'appelle Constantin Huygens, U-Y-G-H-E-N-S, U-Y-G-H-E-N-S, qui est un diplomate flamand qui travaillait pour les Provinces-Unies à la République de Venise, à Londres, etc., mais surtout qui est un puits de science, qui parlait couramment le latin, le grec, et qui va encourager Rembrandt à se former une importante culture. Donc, avec toutes ces informations, vous déjà comprenez le personnage. Il est très ouvert, il est très curieux, il dessine tout ce qu'il a sous les yeux, et on l'initie à la peinture italienne, et on l'initie également à la culture antique. Mais pas besoin d'aller faire un voyage en Italie. En 1931, il s'installe ensuite à Amsterdam, il va épouser sa seule épouse de Clichy d'ailleurs, qui s'appelle Saskia, S-A-S-K-I-A. C'est en réalité la cousine pas d'un collègue, mais d'un partenaire commercial, c'est-à-dire un marchand d'art qui a acheté beaucoup de temps. Et alors là, c'est le succès énorme. Dans les années 30, tout va bien pour Rembrandt. Il va notamment peindre un petit tableau qui s'appelle le Philosophe. Mais un de ses élèves, Salomon Koenig, ici, va peindre une copie du Philosophe universel, bien plus tardive, qu'on a d'environ 1650. Alors on va partir de cette copie de Koenig, on va essayer d'imaginer que c'est à peu près l'original de Rembrandt. Chez Rembrandt, le philosophe est à gauche, l'escalier est au centre, et sur la droite, normalement, il y a une femme avec un âtre, sur une petite cheminée, il est en train d'allumer. Et grosso modo, c'est la même chose. Donc, il s'inspire du maître. Ici, ce qui est plus important, c'est l'intention de Rembrandt. Rembrandt, déjà, vous remarquez autour de vous que ce n'est pas un fervent défenseur du grand format. Il y a quelques moyens formats, comme la BSAD qu'on va voir évidemment ici. Et encore, c'est assez exceptionnel d'avoir cette dimension-là de Rembrandt. Il avait peint des grandes dimensions dans les années 1620, il va en peindre dans les années 1630 pour les grandes commandes, notamment la célèbre leçon d'anatomie du docteur Toul, vous devez connaître, je suppose, un grand portrait collectif. Mais généralement, cette introspection méditative ici. Alors de quoi s'agit-il si on se rapproche? On a un philosophe, et déjà, qui fait ce geste-là. Donc ça, depuis le Moyen-Âge, ça veut dire que, voilà, je me pose des questions. On gratte la barre, ça donne. Donc il est un méditatif, interrogatif. Il est en train de lire un livre. Alors, dans un contexte néerlandais, c'est-à-dire protestant et calviniste, ça ne peut être que les Saintes Écritures. En gros, on ne peut lire que la Bible. Donc il s'interroge sur la Bible, et la Bible en fait apporte la lumière. Parce qu'ici on a une Bible qui reflète la lumière naturelle, en réalité la lumière de Dieu. Donc c'est Dieu, si on respecte l'ordre des choses, j'y arrive. C'est Dieu qui apporte la lumière, qui a ensuite été transcrite par le Verbe dans les textes, mais qui suscite l'interrogation. Il faut quand même l'interpréter, tout n'est pas complètement clair. Donc c'est pratiquement, mais ce n'est pas le cas clairement ici, mais c'est pratiquement l'idée que les voies du Seigneur ne sont pas pénétrables d'une certaine manière. Et pour parvenir à Dieu, parvenir à comprendre le message de Dieu, il va falloir réfléchir, et encore réfléchir, où effectivement cet escalier en hélice. C'est-à-dire parvenir à Dieu, c'est pas seulement ouvrir un livre et lire, et hop, c'est une belle ligne droite et je te repris. Non, au contraire, ça suppose une introspection méditative, comme il nous a dit ici ce philosophe. Donc il reprend tout simplement la composition du maître, Koenig. C'est l'un des rares élèves de Rembrandt, il va en avoir pas mal comme dans les années 30, et c'est l'un des meilleurs élèves pour Rembrandt. Je continue la carrière de Rembrandt. Le deuxième tableau, le chef-d'œuvre de Rembrandt au Louvre, en fait, il est ici, il saute sur la tête, c'est vraiment celui-ci. J'en reviens dans quelques instants. En 1640, il va avoir un quatrième et dernier enfant qui va s'appeler Titus. Malheureusement, Saskia va mourir quelques mois après avoir eu au monde Titus. Elle va tomber malheureusement malade. Elle va écrire un testament dans lequel elle précise qu'elle lègue tout son argent à Titus, qu'évidemment son époux peut en avoir les fruits, à la condition qu'il ne se remarie pas. Or, Rembrandt va avoir des relations, et dans une société calviniste et protestante, hors de question d'avoir des relations hors mariage, donc déjà sa situation sociale va commencer à dégrader. On va le montrer du doigt pratiquement, parce qu'il a des mœurs qui se lient. Et puis surtout, il va avoir sa grande commande, qui est la fameuse Ronde de nuit, en 1642, qui est un immense succès artistique, mais un échec public. C'est-à-dire que les commanditaires ne vont pas comprendre le tableau. On lui commande un portrait collectif, donc c'est-à-dire une milice, la milice de la ville d'Amsterdam, mais normalement ils auraient tous dû poser devant le peintre, puis tout le monde avait payé en fonction de sa place dans le tableau. Je vais à la planche, donne 100 florins, moi je suis au premier plan, je vais donner 500 florins par exemple. Sauf qu'on en reconnaît certains absolument pas. On ne comprend pas pourquoi ils ont payé 100 florins alors qu'on ne les reconnaît pas. On ne comprend pas pourquoi ça bouge. Pourquoi il y en a qui est en train de tirer au fusil. Il y a une petite jeune fille toute dorée, vêtue, on voit ce qu'elle fait là, on ne comprend rien.
sauf certains peintres crient au génie, alors que les commentaires crient au scandale absolu, ce qui n'a pas changé avec l'art contemporain. Et alors là, on montre déjà que sa carrière commence à décliner parce qu'il y a des problèmes sociaux. Bah là, il va avoir en plus des problèmes commerciaux. On va commencer de moins en moins à lui passer des commandes. Il va considérablement s'endetter. Et ça va se sentir dans sa peinture. On a c'est 648. On est dans le début de la fin, quand il commence à rencontrer quelques difficultés, mais il connaissait évidemment les choses. Malheureusement, quand il rencontre des difficultés, c'est là qu'il se révèle pleinement. Il nous peint ici les pèlerins d'Emmaüs en 1648. Alors si j'étais Rubens, on me demande de peindre les pèlerins d'Emmaüs, moi je fais quelque chose de 5 mètres sur 4, avec un énorme Christ, et je veux les cieux qui s'entrouvent, des colonnes du Saint-Esprit, et là il faut que ça bouge, faut que ça en jette. Mais en revanche, je comprends que lui il fait hop, petit format, et en plus un tableau quasiment monochrome, pratiquement, une certaine tonalité assez sobre, assez austère, donc rien à voir, on est aux antipodes de la peinture catholique, de la contre-réforme catholique ici. Bien, tout simplement parce que ce ne sont pas des tableaux qui sont destinés à se trouver dans les églises, au-dessus d'un hôtel ou autre, contrairement à ce qu'aurait fait un Rubens. Ce genre de tableau était toléré dans une société calviniste, mais dans son intérieur. On allait placer au-dessus de son lit, ou alors au-dessus de la cheminée dans le salon. Ça, c'était pas en revanche probablement toléré et assez courant. Alors, première chose étrange. Qu'est-ce qui est étrange dans le tableau? Un indice, c'était la même chose avec le portrait de Charles Ier de bah, pourquoi est-ce que c'est un petit peu décentré là? Il n'y avait pas le combat dans le il a fallu le remettre un petit peu sur la voie. Évidemment pas, c'est parce qu'il va vous raconter une histoire. Il prend le temps de vous raconter l'histoire. En fait, vous avez un schéma en frisage. Ça commence à droite, ici on a une porte ouverte. Donc ça veut dire qu'ils sont entrés, c'est comme si vous aviez les didascalies sur une pièce de théâtre, ils sont entrés par la porte. Ils ont posé leur manteau, ils se sont assis, on leur a apporté à manger, et à ce moment-là, irruption du divin dans la vie quotidienne. C'est exactement le message. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, c'est le message ici qui s'adresse au fidèle, le fidèle n'est pas à l'abri que Dieu lui tombe dessus de manière complètement inattendue et inopinée. Je vous rappelle l'histoire, donc c'est après la résurrection du Christ, il se rend à Jérusalem, sur le chemin de Jérusalem, il rencontre 2 disciples qui venaient d'Emmaüs, qui ne le reconnaissent pas, alors qu'il l'avait connu. Il décide de passer de prendre un repas dans une auberge, et au moment où le Christ rompt le pain, ils le reconnaissent. Alors il y en a un ici à gauche qui l'a déjà reconnu, puisqu'il est déjà en train de prier. Donc là, il invite tout simplement le spectateur à faire de même, c'est une sorte de projection du fidèle sur la toile. Lui est encore dans l'étonnement, voire dans l'expectative, même s'il a probablement reconnu. Et il y a un autre personnage, c'est lui, qui va peut-être vous sembler accessoire, gratuit, mais qui en réalité donne à toute son importance dans la toile, parce que lui c'est le serveur de l'auberge. Il n'a évidemment pas reconnu le Christ, parce qu'il ne l'a pas connu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est visible, identifiable, reconnaissant uniquement à ceux qui ont la foi, à ceux qui sont initiés. Les disciples sont forcément initiés, le reconnaissent, mais surtout l'idée selon laquelle, si vous avez la foi, seulement vous pourrez reconnaître Dieu, la présence de Dieu dans le monde tangible et le monde sensible. Lui, il n'a pas la foi, lui n'est pas initié, donc c'est normal qu'il ne le reconnaît pas. Puis vous avez un Christ un peu verdâtre, cadavérique, nous rappelant qu'en réalité il est mort, que ce léger halo lumineux, progressivement, normalement, doit apporter la lumière dans le monde. C'est l'idée de Christ qui va apporter la lumière dans le monde, symbolisé par cette immense niche au-dessus. Donc on est très loin, on est plus méditatif d'une certaine manière que dans la peinture de Rubens. Rubens c'est plus efficace visuellement. Là, Rembrandt interroge davantage, pousse à l'introspection, c'est peut-être plus narratif encore chez Rembrandt que chez Rubens. Ce qu'on remarque enfin, c'est que sa touche, sa facture, son pinceau évolue également. N'hésitez pas à vous rapprocher. Il y a une vitre, de toute façon, vous pouvez faire le tableau. Vous voyez, on commence à avoir une peinture qui se fait légèrement en relief. C'est très léger. C'est-à-dire qu'il met de moins en moins d'huile dans sa matière picturale et un peu trop de pigment. Donc forcément, lorsqu'elle va chercher, apparaît légèrement ici en relief. Après, ça reste pour le moment seulement, ça reste quand même une peinture très fine, très méticuleuse, très léchée, avec une peinture, tout simplement avec quelques très fins pinceaux. Mais ça va complètement changer dans les années 1650. Alors on va se déplacer, pas trop. Rassurez-vous, normalement il ne reste pas 3 heures. Donc on va pouvoir profiter quand même du tableau. Ici,
sur votre face à vous, sur votre droite, vous avez un tableau qui date de 1655 environ. Donc on est décennie suivante. 1655, c'est un an avant la déroute complète pour Rembrandt. C'est-à-dire que Rembrandt va devoir vendre sa maison, vendre absolument tous ses biens. C'est un malheur pour lui, mais c'est un bonheur pour lui. Pourquoi ? Non, mais parce que qu'est-ce qu'on fait quand on vend ses biens? On fait un inventaire. Et l'inventaire, on l'a. Et alors là, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est n'importe quoi, enfin, dans le bon sens du terme. Si vous avez de tout. Et il collectionnait même les oiseaux orientaux en paillis, il avait tout. Il achetait, mais quand il nous commandait un tableau où c'était une scène à l'oriental, et bien il allait acheter un cimetière, ses épées à l'oriental, il allait tout acheter. Donc c'était en plus un grand dépensier, bien évidemment, et il avait une sorte de choses absolument faramineuses. Donc grâce à cette déroute de 1656, on a exactement le connaissance de l'inventaire complet de la ville de Rembrandt. Mais là, on est juste un an avant, on est en 1655. Et il s'agit de Bethsabée. Alors, à ce moment-là, Rembrandt avait une liaison avec l'une de ses servantes qui s'appelait Hendrike Stoffels. H-E-N-D-R-I-C-K-J-E. Stoffels, S-T-O-2-F-E-L-S. Est-ce que vous voulez que je répète? Oui, vous voulez bien. Pas de souci, c'est normal. H-E-N-D-R-I-C-K-J-E. Hendrike et Stoffels, S-T-O-2-F-E-L-S. Hendrike Stoffels, quasiment certain, a servi de modèle ici pour Bethsabée. On reconnaît tout à fait son visage dans certains portraits que Rembrandt qui ne sont pas ici. Rembrandt va exécuter. Alors ce tableau est très important, même dans l'histoire de Rembrandt et même dans l'histoire de l'art. C'est la seule fois où on va représenter ce sujet de cette manière-là. C'est pour ça que dans l'histoire de l'art c'est important. Et pour Rembrandt, on va voir deux trucs. Au nu féminin. Il y a de très peu, il y a peu de il y a peu de nu féminin dans l'art de Rembrandt. Alors d'abord le sujet. Donc en quoi c'est effectivement rarement figuré ainsi. Il s'agit de Bethsabée au bain. Donc traditionnellement, le peintre représente Bethsabée au bain dans un schéma complètement narratif. Donc je vous rappelle l'histoire. David, depuis son palais, observe Bethsabée prenant son bain dans les jardins, donc il la voit nue, il en tombe amoureux, il envoie un page apporter une lettre à Bethsabée pour la convier à partager sa couche. Elle sait évidemment qu'elle n'a pas le choix, qu'elle est obligée d'accepter, parce que si elle refuse, elle mettrait en danger son époux légitime, qui s'appelle Uri, et qui est en première ligne contre les Philistins. Et donc le roi chercherait presque à faire en sorte que Uri mourrait. Le pauvre Uri va effectivement mourir. Bethsabée n'aura pas d'autre choix que de partager la couche de David. Ils vont avoir un premier enfant qui va mourir. David va devoir faire pénitence. Ils vont avoir un second enfant, ce sera Salomon. Donc comment est-ce qu'on représente tout ça? Normalement, dans la peinture du XVIe siècle par exemple, on représenterait en beaucoup plus petit Bethsabée dans des jardins prenant son bain, avec plein de servants. Sur un côté, au loin, sur un balcon, David qui voit Bethsabée. On verrait également peut-être sur un autre côté un jeune page qui apporte la lettre. Et puis tout au fond, il y aurait une belle bataille, une guerre, on verrait Uri contre les Philistins. Comme ça, on aura à peu près tous les éléments et on vous raconte une véritable histoire. Mais alors là, où est David? Où est Uri? Où est le petit page? Rien de tout cela. En fait, elle a déjà lu la missive que lui a envoyé David. Donc elle a bien compris, elle est teintée de mélancolie dans son expression parce qu'elle a parfaitement compris ce qui l'attend. Elle est obligée de se sacrifier, de se donner, tout simplement, de donner son corps pour satisfaire David. Autrement, elle risquerait de mettre en danger son époux Uri. Donc on a ici l'idée principale du tableau, c'est le sacrifice d'une femme pour son époux. Évidemment, elle n'en est pas complètement réjouie, donc elle est légèrement mélancolique, mais il y a aussi l'idée de résignation. Elle n'y va évidemment pas de gaieté de cœur, mais elle est résignée puisqu'elle a décidé de se sacrifier pour son époux. Alors l'axe de son regard nous permet de tomber sur la servante, mais la servante elle est dans l'ombre. Elle sait faire qu'à des choses terrestres. Elle est tout simplement en train de laver les pieds de Bethsabée. Elle, Bethsabée, est dans la lumière, donc elle attire votre attention. Elle est complètement aussi dans l'introspection méditative, comme on l'était avec le Christ et les pèlerins d'Emmaüs, ou encore avec le philosophe. Et enfin, descend vraiment au fond de la fin du film. L'encore de la 1550 est une facture qui privilégie
Donc c'est 160, hein, il va mourir en 69. Il y aura un petit sursaut dans sa carrière au début des années 60, il va obtenir 2 grandes commandes publiques. Il y en a une qui sera un échec complet, qui ne va rien comprendre. Il y en a une autre qui aura un certain succès, c'est le syndic des drapeaux. Un tableau très célèbre de 67. Mais néanmoins, il va s'exercer aussi en peinture de gel. Il va lui conférer une dimension complètement religieuse, christique. Vous avez une pièce de boucher, exposée à un spectateur. Ça rappelle tout simplement le travail qu'il avait déjà fait en 1633 avec la leçon d'anatomie du Dr. Tout. La leçon d'anatomie du Dr. Tout, c'est rien de moins que la vie face à la mort. Autrement dit, des hommes vivants qui regardent un cadavre, une chair décomposée. Ben là, on est exactement en train de faire la même chose. C'est 14 ans, on regarde un cadavre, une carcasse de bœuf, en train de se décomposer. Il y a une dimension christique évidemment, mais également croix de Saint-André, également Saint-Pierre, parce qu'on a notre tête en bas, donc une dimension religieuse, sacrificielle, ici pendant le cultive. Saint-Barthélemy aussi, parce que Saint-Barthélemy a été accroché, suspendu, on l'a lacéré, on l'a écorché. Vous avez en plus la petite bouchère qui partage votre curiosité. Là, c'est de la curiosité un peu malsaine. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça va l'air très appétissant, hein, parce que c'est quelque chose en réalité qui semble complètement se décomposer. Et le plus intéressant, c'est la facture rembranesque, la facture de Rembrandt. Tout à l'heure, il y a 10 ans auparavant, on avait une matière picturale qui affleure à peine à la surface du tableau, mais là, c'est un véritable relief. Il élimine de plus en plus d'huile, il consacre beaucoup plus d'importance aux pigments. Il y a une véritable pâte, avec laquelle il va composer ici. Et vous avez l'idée d'une peinture déliquescente, comme si la peinture s'est coulée d'elle-même, à l'image tout simplement de la carrière de Rembrandt. Son dernier autoportrait, c'est rien que ça, c'est un autoportrait en peintre Zeuxis. Je ne sais pas comment on l'appelle. Pas exactement son interprétation, c'est l'un des tout derniers des J'ai pas entendu parler. Oui, complètement. Parce que Saskia, c'était la cousine du partenaire commercial de Rembrandt. Donc elle était très riche. Non, mais surtout le problème aussi, c'est pas ça, c'est même si on va avoir du fruit. Il va y avoir des procès, hein, parce que certains vont dénoncer Rembrandt. Il a une relation avec une femme qui s'appelle Henriqueux. Il n'a plus le droit de toucher l'argent de Saskia sur autre chose. La pauvre Henriqueux est témoignée en disant non, je sers simplement Rembrandt et je ne suis pas son amant. Tout ça est assez romanesque, hein, évidemment, dans la vie de Rembrandt, ce qui fait aussi son intérêt. Mais surtout, il a quitté la fortune. Même si on a un du fruit, il achetait tout le temps. Les autres, on l'a rapporté dans les argent, comment Oui, au départ, il a. Mais alors, la ronde de nuit, ça va lui rapporter que 1500 florins, ce qui n'est pas énorme. Hein. Ça, vous voyez, c'est un de ses derniers autoportraits. Vous voyez la matière picturale ici? On dirait presque un masque. C'est un autoportrait en Zeuxis, c'est un peintre grec du IVe siècle qui, d'après les gens, serait mort de rire en peignant une femme extrêmement laide, juste ici en point. Parce que on trouvait ça ironique, parce qu'au moment de l'apogée de sa carrière, on lui avait demandé de peindre la femme la plus belle, et à la fin de sa carrière, alors qu'il est oublié de tous, il peint la femme la plus laide. Et donc on a simplement un Rembrandt qui s'identifie tout simplement à Zeuxis, qui a connu la gloire et la fortune, qui sont bien derrière lui. Et le plus saisissant, c'est cette matière déliquescente, ou à l'opposé de la peinture léchée, à l'image de sa propre carrière. Oui, tout ça c'est peinture à lui. Mais avec beaucoup de images, de la pâle. Est-ce que vous avez des plans sur ce tableau? Alors si je ne pouvais pas vous dire, je pense pas que c'est pas tout. C'est une partie qui vous intéresse? Non, moi ça c'est. Je ne vois pas bien fait. Alors, vous voyez pas.
qui a été élève de Renaissance lorsqu'il avait son atelier à Leyde entre 1625 et 1631. Et ensuite, Rembrandt a installé son atelier à Amsterdam en 1631, laissant ainsi le chemin, la voie à Gerhard Douw à Leyde. Et le tableau de celui-ci date de 1663. C'est l'apogée de la carrière de Gerhard Douw à Leyde, alors qu'on vient de voir, la carrière de Rembrandt est complètement déclinée. Et c'est aussi le premier don qui est rentré au musée en 1915, c'est purement un livre. Ça reste une peinture de genre, même si le format n'est pas complètement approprié à celle typiquement de la vie quotidienne. Alors visiblement, il s'agirait, je veux dire en professionnel, de dénoncer une forme de charlatanisme médical du XVIIe siècle. C'était aussi une sorte de poncif, un petit peu dans la peinture du genre du XVIIe siècle, où on dénonçait avec force caricature le charlatanisme des médecins, parce qu'on considérait qu'on était capable d'identifier les maladies à la couleur et à l'odeur de l'urine. Donc nous sommes ici en train de regarder une fiole. L'urine, au moment de cette pauvre femme, qui semble effectivement vivante. Autour d'elle se trouve une servante, probablement sa fille, une proche. Elle semble vivre dans une relative opulence, mais en réalité, Dieu l'appelle déjà. Donc, il va ensuite donner une dimension spirituelle au tableau par l'orientation et l'origine de la lumière, depuis cet oculus supérieur gauche, ici, donc qui descend sur l'élu, si je veux dire, sur cette femme, comme une lumière divine, plus le schéma, c'est-à-dire une verrière surmontée d'un oculus, mais pas sans rappeler les fenêtres autres des églises. Tout simplement, on a souvent cette association verrière, c'est une rosace, un oculus circulaire. Dieu est aussi présent ici, tout simplement parce que vous avez un livre ouvert sur un lutrin, chez les Néerlandais, c'est forcément la Bible. On a également, alors certes, une certaine richesse matérielle dans ces récipients, mais qui rappelle aussi l'eau. Ça rappelle ce qu'on appelle un fond baptismal, donc l'évocation de la pureté, purification de son âme par l'eau. Il est temps effectivement de se purifier parce que l'heure tourne. D'une certaine manière, son temps est compté. Effectivement, elle va mourir. Donc il faut se détacher des choses matérielles. Voilà le sujet tout simplement du tableau. N'oubliez jamais qu'il y a une finalité moralisatrice, un discours sous-jacent à la. Et là, on se comprend pas. Alors, Yann Werner, né en 1632 et meurt en 1675, il est actif à Delft. Il a une carrière très courte, peint à partir seulement des années 1650. Il était le fils d'un aubergiste, il reprend l'affaire de son père, mais à l'activité d'auberge, il associe également celle de marchand d'art et il produisait lui-même certains des tableaux qu'il vendait. En revanche, aujourd'hui, on lui attribue une quarantaine, grand maximum de tableaux, et encore, il y a incertitude sur ces œuvres. Il n'y a que 2 œuvres qui sont signées seulement chez Vermeer, ce qui complexifie considérablement la chose. Alors, Vermeer, il y a la meilleure expression pour définir sa peinture, c'est ce qu'on dit souvent, c'est une peinture qui cherche une forme de poésie du silence. Autrement dit, Vermeer, certes lui aussi va s'inscrire dans la tradition picturale flamande avec finalité moralisatrice, discours sous-jacent, mais il va surtout chercher à magnifier, à donner de la poésie là où semble-t-il il n'en y a pas. Chez Rembrandt, on a vu l'éruption du divin dans le monde sensible, donc Dieu, là où on n'attendrait pas, si je veux dire, eh bien chez Vermeer, tout est propre à la poésie, à évoquer quelque chose de poétique. Alors ce tableau en revanche, on ne peut pas, je suis obligé d'aller chercher l'autre, le pendant, mais on ne peut pas le comprendre si on ne cite pas le pendant. Alors vous avez effectivement ici celui qu'on appelle l'astronome, Vermeer, et il faudrait le comparer avec le géographe du même Vermeer. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non, c'est pas grave, oui j'ai entendu, mais alors le voilà le géographe. Il est très lent aujourd'hui. Voilà. Et les 2 tableaux, le géographe et celui-là. Le géographe est à Francfort, pardon. Okay. Et c'est les 2 seuls qui sont signés ou Non. Alors voici, je vous montre rapidement
le géographe. Ah oui. Donc on reprend exactement le même point de vue, avec la même verrière sur le côté. C'est très simple, probablement le même modèle. On n'a pas identifié le modèle. Il s'agirait peut-être pour certains du voisin de Vermeer, qui était un savant reconnu à Delft à cette époque. C'est pas non plus un simple voisin qui a posé, qui a joué le rôle d'un savant. Et on retrouve certains éléments en commun. Vous voyez par exemple derrière ici, chez le géographe, vous avez un globe. C'est un globe terrestre. Ici, vous avez évidemment le globe céleste. Bien, ces deux globes, on sait exactement qu'ils existaient bien au XVIIe siècle. Ce sont des globes qui datent de 1600 et qui ont été exécutés par le géographe Jacob Hondius. H-O-N-D-I-U-S. Il n'y a pas de piège comme ça se prononce. Mais vous n'allez peut-être pas me croire, on a même été capable d'identifier le livre où vous avez ici. En fait, c'est relativement simple. Vous faites l'inventaire de tous les livres de géographie et d'astronomie du XVIIe siècle. Il y en a des centaines, mais il n'y en a pas des milliers comme aujourd'hui. Et ensuite, vous faites tous page par page, et vous retrouvez à peu près la même mise en page qu'ici. Et on a trouvé exactement que c'était la page 2 du livre 3, des institutions, c'est le titre, Institutions géographiques et astronomiques, du savant Adrian Metius, M-E-T-I-U-S. Et alors ça tombe très bien, parce que juste derrière, on a aussi identifié le tableau, c'est une représentation ici de Moïse sauvé des eaux. Et qui a-t-il écrit à la page 2 du livre 3 des institutions géographiques et astronomiques que les plus anciens astronomes étaient les patriarches, c'est-à-dire les prophètes. Et c'est un leitmotiv dans la marine hollandaise, le saint patron, si j'ose dire, mais c'était pas un saint, c'était Moïse. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que quand on le met dans sa petite corbeille, eh ben, hop, il va à bon port, si j'ose dire. Il va être récupéré par la sœur de Pharaon. Comme le marin, lui qui est dans son bateau, il espère naviguer vers la bonne destination. Et ensuite, je vais vous expliquer exactement quelle était l'intention de Vermeer. Donc ici, on a le globe céleste. Il y a aussi l'idée d'une lumière plus ou moins divine qui vient éclairer le savant. C'est-à-dire que le savant éclaire la connaissance du monde à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Vermeer fait partie de ces nombreux protestants qui considéraient que science et religion ne sont pas incompatibles. Au contraire, se complètent l'une et l'autre. C'est aussi un constant dans ces sociétés, ce qui explique pourquoi que dans les sociétés protestantes, on met beaucoup en évidence la science et l'érudition, autrement dit la connaissance. Et c'est ce que dit en substance Adrian Metius, les anciens astronomes sont les patriarches. Et ça nous rappelle aussi le fameux roi mage. Les mages, en quelque sorte, les mages dans la Bible, c'était vraiment ceux qui lisaient les étoiles, de cette manière. Donc là aussi, on a presque ce lien entre science et religion. J'ai même réussi à faire, à appliquer la Bible. Bon, je vais quand même finir par quelque chose de amusant de ça. Un page moins connu et très très célèbre en France, beaucoup plus célèbre que Vermeer. Vous savez, Peter de Hoer travaillait à plusieurs villes, surtout à Rotterdam et Amsterdam. Alors Peter de Hoer, c'est le spécialiste de la scène de genre, mais alors lui, il y a toujours dénonciation du vie de son temps. Comme on dit, vous avez cette pauvre jeune femme qui est le protagoniste, comme on témoigne ici la couleur rouge, ça attire votre regard. Elle semble dans quel état? Un peu ivre, me semble-t-il. Lui va néanmoins lui servir encore de la boisson. Et cette vieille femme semble souffler à cet homme l'idée de lui servir de la boisson, ce qui va contenter cet homme. Donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais certainement qu'elle ne va pas apprécier ce qu'on va lui demander de faire avec cet homme. C'est assez courant en fait ce que fait souvent Peter de Hoer, c'est qu'il dénonce, parce que ça fait pas des maisons closes à l'époque, mais des maisons aux mœurs légères, exactement comme ici. Là on a l'impression qu'on a une belle société aristocratique, au patron de vin, une belle vin pour la cheminée. Mais en réalité, on a de la boisson, du jeu, plus de la luxure, le saint trio, si je veux dire, du vice. Autrement dit, on dénonce les excès de la boisson et de la luxure. Et vous avez souvent un homme et une femme ici qui sont en train de s'éloigner dans la pénombre. On reconnaît aussi un Peter de Hoer qui a un petit peu influencé quand même Vermeer, notamment par son goût, par les pavements de marbre qui creusent la perspective, le champ. C'est aussi un pas très minutieux qui parvient ici à exécuter de magnifiques scintillements reflets lumineux sur la robe. Puis mettre une note un peu plus Gerhard Verborch, aussi connu que Peter de Hoer, d'ailleurs en son temps. Il s'agit là presque d'un tableau limite proche de Vermeer, moins poétique que Vermeer dans la mise en scène. Mais vous avez une femme qui juge ce qu'on appelle d'un luth théorbé. C'est-à-dire qu'il y a deux manches. Il y a un manche jusqu'ici
et un deuxième manche ici qui est comme le manche du luth, c'est-à-dire perpendiculaire. Donc qui permet de jouer des graves et des aigus sur le même instrument. TORB, TH et ORD aussi pour les trombines. Donc ici, on suit la partition. Elle s'apprête simplement à chanter. Et évidemment, chanter, ça donne. Moi, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc ça donne soif. Et donc, il y a ce petit page avec un sourire complice qui apporte la boisson nationale, c'est-à-dire la bière. Et effectivement, au XVIIe siècle, on buvait beaucoup plus de bière que d'eau. Parce qu'on risquait de tomber malade dans l'eau. L'eau n'est pas toujours précieux. Alors, dans la bière, il y a l'alcool, donc il n'y a pas de souci. Ah, ça va pas changer les choses. Non, il n'y a pas de souci. Exactement. Mais c'est encore le cas, évidemment, aujourd'hui. Et je m'arrêterai ici. Alors, la prochaine fois, on fait la peinture française du XVIIIe siècle. Si jamais vous arrivez en retard, alors c'est très très compliqué pour y aller. Le meilleur, je suis désolé, ça part bien. S'il faut aller du côté Sully, vous pouvez aussi aller éventuellement du côté Richelieu. Et sinon, vous demandez à un gardien de salle, la salle des Watteau. On sera dans cette salle-là. Watteau. Jean-Antoine Watteau. Jean-Antoine Watteau, exactement. On commencera par au cas où vous arriverez en retard et qu'on soit déjà parti. Et attention, accrochez-vous, c'est un petit labyrinthe pour arriver jusqu'à